Tout au long de la préparation de ces assises qui m'ont occupé pendant une bonne année, chemin faisant, j'ai rencontré un tas d'œuvres d'art, un tas de choses extraordinaires dont j'ai voulu faire partage avec vous. Bien sûr, ces dessins de Léonard de Vinci des années 1500 qui sont absolument extraordinaires, mais aussi moins connus, ces cires du XVIIIe siècle, avec ici la représentation d'une grossesse gémellaire, ou alors ces adorables choses que sont des petites représentations en papier mâché du docteur Rozoux. Et à ce sujet, je voudrais dire qu'il y a actuellement, à Montpellier, jusqu'au 9 avril, je crois, une très belle exposition des créations du docteur Rozoux, de l'autre côté, face à nous, de l'autre côté de l'esplanade, au centre Espace Bagoué. Donc je vous encourage vraiment à aller voir cette exposition, vous y verrez des petites merveilles. Bien sûr, cette main d'Auguste Rodin, la main de Dieu, ou la création, que vous avez vue ce matin lors de mon propos introductif, cette annonciation du Tintoretto. Alors c'est un dossier, une photo que je voulais vous montrer parce qu'on a eu de grandes discussions avec Anne-Marie Navon sur ce tableau. Elle a une explication, enfin des choses extraordinaires à dire. Donc c'était pour moi d'importance que de vous le montrer aujourd'hui. Bien sûr, cette visitation, qui est une fresque qui date du XIVe siècle, rencontre de la Vierge Marie et de sa cousine Élisabeth, l'une portant l'enfant Jésus, l'autre Saint Jean-Baptiste au stade fœtal. Également cette même représentation avec un Saint Jean-Baptiste qui salue Jésus au stade embryonnaire. Ici, une écorchée, avec une ouverture sur l'utérus et la visibilité de ce fœtus en cours de développement que l'on doit à Jacques-Fabien Gauthier d'Agoty, XVIIIe siècle. Bien sûr, cette maternité de Marc Chagall, aussi cette nativité de Georges de la Tour. Et c'est sur ce tableau que je me suis arrêté. Tableau que je connais depuis très longtemps, qui m'a toujours intrigué et que j'aime beaucoup. Et j'avais envie de vous faire partager cette émotion. Et vous parler d'une peintre extraordinaire, de Madame Frida Kahlo. Frida Kahlo, ou quand le désir d'enfant se heurte au corps. Frida Kahlo, aujourd'hui considérée comme l'une des grandes artistes de l'avant-garde mexicaine, ne se destinait nullement à la peinture. Elle se destinait à la médecine. Jusqu'à ce jour de septembre 1925, le 17 septembre 1925, où âgée d'à peine 18 ans, elle fut victime d'un très grave accident qu'elle a représenté là. Dans cette collision d'un tramway avec le bus dans lequel elle venait de prendre place, plusieurs personnes mourront. Frida, quant à elle, sera embrochée de part en part, du dos jusqu'au bassin, par une barre métallique ressortant par le vagin. Le choc nous a projetés en avant, écrira-t-elle, et une barre d'appui m'a transpercé comme l'épée traverse un taureau. Et d'ajouter avec une certaine dérision, c'est comme ça que j'ai perdu ma virginité, dans un bus. Ce violent traumatisme s'assortit bien sûr de multiples fractures, colonne vertébrale, thorax, bassin, col du fémur, jambe droite en 12 fragments, un pied droit broyé. Elle sera plusieurs fois opérée, une trentaine d'interventions chirurgicales au total, et devra rester plusieurs mois alitée et au final se résigner à arrêter ses études de médecine. Alors pour l'aider à passer le temps, ses parents l'encouragèrent à peindre, lui bricolant un chevalet de fortune et un miroir en ciel de lit, afin qu'elle puisse s'y voir et commencer à faire ses premiers autoportraits. Comme j'étais jeune, écrira-t-elle, cette mésaventure ne présenta pas sur le moment de caractère tragique. Je sentais en moi suffisamment d'énergie pour faire n'importe quoi à la place des études de médecine.
Et sans y faire trop attention, je me mis à peindre. Et pourrions-nous ajouter à esquisser la courbe de ses états d'âme, à exorciser ses douleurs, tant physiques que morales, qui ne la quitteront plus désormais. À travers sa peinture, vécue comme une chirurgie de l'âme. L'art de Frida, dira André Breton, est un ruban noué autour d'une bombe. Ses peintures constituent sa biographie, dira José Moreno Villa, peintre, poète et grand critique. Toute cette désillusion, tous ces drames, cette immense souffrance qui se confond avec la vie de Frida, tout est exposé là, dans sa peinture, avec une impudeur tranquille et une indépendance d'esprit exceptionnelle, dira Jean-Marie Gustave Leclésio dans Diego et Frida. Oui, elle peindra, pour dire son vécu de cette vie de souffrance incessante, de façon très novatrice et transgressive, mettant en scène les tabous féminins jusque-là soigneusement cachés dans la sphère privée de l'intime. Elle n'avait peut-être pas les mots pour le dire, mais elle avait les pinceaux et les couleurs pour le crier. Alors avait-elle conscience de tout ce qu'elle exprimait là? Sa peinture se lit au même titre que les rêves. Quelques années avant ce funeste accident, âgée d'à peu près 15 ans, elle avait rencontré Diego Rivera, peintre célèbre de 21 ans, son aîné, et il avait été troublé quant à lui par ce visage typé de métisse et par l'arrogante assurance de cette jeune fille. Elle était tombée sous le charme de ce colosse, dont elle avait déclaré à ses amis vouloir un fils. Mon ambition à moi est d'avoir un enfant de Diego Rivera. Et un jour, je le lui dirai et ça se fera. Voilà face à face l'enfant diablesse, vive et légère comme une danseuse, espiègle et sérieuse, et l'ogre, dévoreur de femmes et acharné au travail, écrit Jean-Marie Gustave Leclésio. 3 ans après son accident, ils se rencontrent à nouveau et décident d'unir leur destinée. Elle est devenue une femme mûre et grave, tellement différente de toutes les autres femmes que Diego a connues jusque-là. Il est l'illustre peintre muraliste, romancier de la Révolution mexicaine, dont Frida admire la puissance créatrice tellement exceptionnelle. Et il se marie quelques mois plus tard. Rencontre d'un éléphant et d'une colombe, dira le père de Frida. La majorité de ses biographes s'accordent pour dire que le plus grand désir de Frida Kahlo aurait été d'être mère, comme elle l'avait déclaré à ses amis à l'âge de 15 ans. Mais les séquelles de son terrible accident l'en empêchent, responsable de plusieurs fausses couches et d'au moins 3 interruptions médicales de grossesse. J'ai raté 3 grossesses et bien d'autres choses qui auraient pu remplir ma vie exécrable, écrit-elle dans son journal. La peinture a alors pris toute la place. Je crois que, pour moi, travailler, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Cette prise de conscience du corps vide, faisant butoir à son désir d'enfant, cette compréhension de la place que prend la peinture à la fois pour assouvir son besoin de fécondité, mais aussi pour dire l'absence que les mots ne peuvent formuler, tout cela se trouve exprimé dans ce tableau que je vous montrais en introduction, dit Henry Ford Hospital. En 1932, durant un long séjour à Détroit, à nouveau enceinte, elle fait une fausse couche dans de terribles souffrances. Pendant les 13 jours qu'elle passa à Henry Ford Hospital, elle fixa l'événement traumatisant dans un dessin au crayon qui lui servit ultérieurement de préparation pour une peinture à l'huile sur plaque de métal à la manière d'un ex-voto que vous voyez là. Le tableau la montre nue, perdue, abandonnée dans un lit d'hôpital immense, beaucoup trop grand pour elle. Le drap blanc souillé de sang, témoin de la violence de l'événement. Sur sa joue gauche coule une larme. Le ventre encore légèrement gonflé, elle tient dans la main gauche 6 cordons rouges, tels des vaisseaux ou des cordons ombilicaux,
dont les extrémités sont nouées à 6 éléments, 6 représentations symboliques, se répondant 2 à 2, diamétralement opposés. Au milieu, en haut, dominant la scène, un fœtus de grande taille, Dieguito, petit Diego, qu'elle aurait souhaité garder jusqu'à terme, mais qu'elle ne connaîtra jamais. Au milieu, en bas, en écho, une orchidée violette fanée, fleur apportée à Frida par Diego Rivera à l'hôpital, et pour elle, symbole de sexualité et de sentiments inassouvis. En haut à droite, un escargot géant, symbole de sexualité masculine et de fécondation, mais aussi, dira-t-elle, représentation de cet avortement d'une interminable lenteur. En bas à gauche, une machine métallique, symbolisant tout à la fois la dureté, la froideur, le côté impersonnel du service hospitalier, mais aussi son corps, multi-opéré, ferraillé, fermé à la maternité. En haut à gauche, un abdomen chosifié, réifié, objet insensible, posé sur un socle. En bas à droite, un bassin fracturé, tous deux mutilés, cause de son incapacité à porter un enfant. À l'horizon, la représentation d'un paysage industriel inhospitalier, celui de Détroit, devant lequel le lit semble flotter, renforce la sensation de solitude et d'abandon à la dérive. Frida Kahlo ne peignait pas la réalité telle qu'elle était, mais telle qu'elle la sentait, mêlant faits biographiques et faits d'imagination pour être au sommet de l'expressivité narrative. Tout évoque ici les tableaux votifs mexicains, les fameux ex-voto. Il manque seulement les figures de saints auxquelles serait dédié le tableau, l'inscription de la donatrice et la description littérale de l'événement, bien que l'indication de l'heure et du lieu sur le bord du lit y fasse sérieusement allusion. Iconographie votive, détournée au profit d'une démarche laïque, qui crée la souffrance, dans l'attente non d'un miracle divin, mais d'une simple attention humaine, peut-être la nôtre. On peut rapprocher de ce tableau, cette lithographie, Frida et la fausse couche, ou La fausse couche, qui a été réalisée en 1932, peu de temps après le tableau que nous venons de voir. Frida est debout, on pleure, le regard perdu, la moitié de son corps éclairé, l'autre moitié dans l'ombre de la nuit lunaire. Dans son ventre, un enfant inachevé. À sa gauche, plusieurs stades schématisés du développement embryonnaire, jusqu'au fœtus, qu'elle n'a pas su garder, encore relié à elle par ce cordon enroulé en spirale autour de sa jambe. Des gouttes de sang s'écoulent de son utérus jusqu'en terre, capable, elle, de donner vie aux plantes, capable d'entretenir la vie. Un troisième bras, du côté sombre, tient une palette de peintre, signifiant le besoin de l'artiste de donner vie à travers l'art, symbolisant son seul accès à la création, au don de soi, puisque son corps lui refuse toute autre maternité. Quelques mois plus tard, à peine, Frida Kahlo peignait Naissance, ou Ma naissance. Sa mère vient de décéder, la perte de son enfant est récente. Ce tableau montre l'artiste en train d'accoucher, seul, dans un grand lit conjugal, seul dans une grande pièce vide, sans personne pour l'aider. Plusieurs lectures sont possibles. Une nouvelle évocation de la récente fausse couche de Détroit ? Oui, peut-être. Et ne serait-ce pas plutôt la mise en image d'une renaissance ? Regardez, l'image de sa mère, désormais réduite à un portrait accroché sur le mur derrière elle, appartient au passé. Son visage, caché sous le drap, marque l'effacement de ce qu'elle était. Elle peut désormais accoucher d'elle-même, naître à elle-même, libre de toute attache. Une fois encore, l'image ambiguë tente de dire l'indicible. Est-ce là une démarche d'exorcisme ? La signature d'un passage vers un nouvel être ? Libération de l'inconscient ou pleine conscience ? À vous d'en juger. Mais quelques années plus tard, en 1936, ces thèmes récurrents de filiation, de fécondation, viendront à nouveau hanter la peinture de Frida Kahlo, comme dans ce tableau intitulé « Mes grands-parents, mes parents et moi ».
Regardez en bas, à gauche, sous la mer, la pénétration du spermatozoïde dans l'ovule. Et la métaphore de la pollinisation sur fleurs de cactus à côté. Regardez Frida au stade fœtal dans le ventre de sa mère. Et en haut, au-dessus de ses parents, ses grands-parents, maternels, paternels, un véritable arbre généalogique, et non pas un arbre gynécologique, comme disait récemment une de mes patientes. Pour terminer, je voudrais laisser la parole à Diego Rivera. Frida est la première femme dans l'histoire de l'art à saisir avec une sincérité absolue et impitoyable, on pourrait même dire avec une calme cruauté, les thèmes généraux et particuliers qui concernent uniquement les femmes. Notamment, ajouterais-je, le désir d'enfant se heurtant à un corps rebelle. Merci.